Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Cinémascope. Comment vas-tu Théo aujourd'hui en cette douce matinée? Bonjour Arthur, écoute, ça va très très bien aujourd'hui. On va présenter un film que j'aime beaucoup et que je crois tu apprécies aussi. Effectivement, aujourd'hui on parle de quel film Théo? Un film culte des années 60, mais lequel? Aujourd'hui, on va parler du lauréat. Hey, there's the award-winning scholar. We're all very proud of you, Ben. What has it been? I guess about my future. Do you find me undesirable? Oh no, Mrs. Robinson. I think you're the most attractive of all my parents' friends. I don't wanna close my eyes. I might miss something. Maybe we could do something else together. Mrs. Robinson, would you like to go to a movie? The world is changing faster than you. Say hello to Mrs. Robinson, Benjamin. Hello, Benjamin. Hello, Mrs. Robinson. Effectivement, aujourd'hui on parle du lauréat de Mike Nichols, un film qui est sorti en 1967 et c'était le choix de Théo. Euh, Et oui, Théo qui apprécie beaucoup ce film. Avant qu'on ne commence, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu du réalisateur du film, Mike Nichols, qui est quand même un personnage assez important dans l'histoire du cinéma américain? je t'en prie. Alors, Mike Nichols, c'est un réalisateur assez intéressant. C'est un réalisateur américain qui est décédé assez récemment, en 2014. Il avait 83 ans et il a réalisé parmi les films les plus cultes de l'histoire du cinéma américain. Il faut juste regarder la carrière qu'il a dans ses trois premiers films. Il a quand même réalisé, son premier film c'était Who's Afraid of Virginia Woolf, qui est un film extrêmement réputé avec Elizabeth Taylor qui avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Il a ensuite réalisé Le Lauréat, donc le film dont on va parler aujourd'hui. Et il a réalisé ensuite la comédie satirique Catch-22, qui est une adaptation du livre éponyme, qui est aussi une œuvre assez culte. Donc déjà, regarde juste l'enchaînement des trois premiers films qu'il a fait. C'est quand même assez impressionnant. Et bien plus tard, à la toute fin de sa carrière, il va réaliser trois autres œuvres qui sont... Enfin, ces trois dernières œuvres sont assez importantes aussi. La première, c'est une mini-série, puisqu'il va réaliser la mini-série Angels in America, qui est adaptée de la pièce qui a gagné le prix Pulitzer de Tony Kushner, qui est une pièce qui dure, je crois, 6 heures. Enfin, c'est divisé en deux parties. Enfin, c'est un truc gigantesque sur Roy Cohn et sur le sida. Il l'a réalisé pour HBO avec Al Pacino et Meryl Streep. Et avec ça, ça va être un gigantesque succès à l'époque. Il va repartir avec énormément de Emmy Awards, c'est des Oscars, mais pour la série télé, notamment de la meilleure mini-série. Pacino va gagner meilleur acteur, Meryl Streep meilleure actrice. Enfin bref, c'est quand même une œuvre assez culte aujourd'hui dans le paysage audiovisuel américain. Il va ensuite réaliser en 2004 un film qui s'appelle Closer. Est-ce que tu connais Closer? Parce que ça, c'est un film qui est un petit Pas du peu... tout. Bah, c'est un film qui est devenu un petit peu culte avec le temps. C'est un film, alors je n'ai jamais vu, mais je le connais de réputation, parce qu'il a été, c'est une comédie romantique, enfin c'est un drame romantique plutôt, avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman et Clive Owen, qui est assez connu, qui est assez culte auprès d'une certaine génération. Le scénario est écrit par Patrick Marber. Patrick Marber, qui est un scénariste qui m'intéresse pas mal, puisque c'est lui qui est en train d'écrire, enfin qui a écrit le scénario du prochain film de Martin Scorsese, qui est en train d'être tourné là en ce moment, What Happens at Night, avec DiCaprio et Jennifer Lawrence, et c'est adapté de son livre à la base. Je sais pas ce que ça vaut, paraît que c'est bien. Et il Bon, va on tentera, terminer, écoute, hein. jouer avec plaisir. Moi, ça m'intéresse pas mal parce que j'aime bien le cinéma de Mike Nichols. Et on va terminer avec son tout dernier film qu'il a réalisé en 2007 avant de prendre sa retraite. C'est un film qui s'appelle Charlie Wilson's War. Et c'est un film dont le scénario a été écrit par Aaron Sorkin. Donc le scénariste de The Show Network, À la Maison Blanche, de The Newsroom, entre autres, et de Steve Jobs aussi, de Danny Boyle, et qui est une biographie un petit peu comique sur un agent de la CIA pendant l'opération Cyclone. Bref, donc c'est un réalisateur qui est quand même assez intéressant, assez réputé, qui a quand même marqué une partie du cinéma américain, et c'était assez intéressant de commencer par là. Si tu veux nous donner maintenant le pitch du film, mon très cher Théo. Le pitch du film. Excusez-moi.
Alors oui, le pitch du film. Alors c'est un film qui sonne extrêmement particulier, surtout à nos oreilles d'aujourd'hui, mais qui à l'époque est le premier film à parler d'une vraie révolution sexuelle. Vous allez comprendre, c'est l'histoire de Benjamin Braddock, qui sort tout juste de ses études et qui va les continuer. Il est en vacances, il profite, mais pendant la fête chez ses parents, il va rencontrer Mrs. Robinson, une amie de ses parents qu'il connaît depuis tout petit. Et il va y avoir une histoire d'amour qui va se créer, etc. Enfin, une histoire d'amour, on peut débattre sur le terme, qui va conduire à différents, comment on peut dire? Différentes péripéties. Oui, différentes péripéties, oui. Bien sûr, et on va éviter de trop spoiler, même si bon, il y aura du spoil hein, dans cet épisode, comme quasiment à chaque fois, finalement. Oui, oui, on a l'habitude. Et effectivement, donc dans ce film, il y a quand même un casting assez intéressant. Notamment, c'est le film qui a révélé Dustin Hoffman. C'est son deuxième film, qui est sorti la même année que son premier film en 1967. Dustin Hoffman, qui est quand même un acteur qui a remporté 2 Oscars pour Kramer contre Kramer et pour Rain Man, qui sont des films excellents. Depuis, il joue le sensei Shifu dans Kung Fu Panda. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Voilà, c'est une information d'utilité publique. Si... Oui, non, mais il faut le souligner quand même. Effectivement. Et sinon, aussi récemment, il a joué dans Megalopolis de Francis Ford Coppola. Et ça, c'était pas bien. C'était pas bien du tout. Ah, j'ai pas vu ça, j'ai eu trop peur pour regarder ça, honnêtement. T'as pas osé regarder? Ah non, non, non. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ah ouais, à ce point? Ouais, c'est compliqué. En fait, je sais pas ce qu'il a fumé, Coppola, mais ça a dû être pas mauvais en tout cas, hein, mais Comme d'habitude. ouais, mais Comme d'habitude, ça me fait rire parce honnêtement. que le casting de Megalopolis, c'est le casting le plus cancel que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a Shia Hmm. LaBeouf, il y a Dustin Hoffman, il y a John Voight, il y a qui d'autre? Enfin, c'est que des personnalités comme ça, c'est assez surprenant. Enfin, si tu veux qu'on avance maintenant et on va parler un petit peu des points positifs de ce film, je sais que toi tu en auras beaucoup. Si tu veux ouvrir le bal. Oui, effectivement, donc comme Arthur l'a bien souligné au début de cet épisode, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que j'ai regardé la première fois il y a longtemps, que j'avais du mal à me remémorer, que j'ai redécouvert grâce, petite dédicace à Monsieur Bessières, bien sûr, mon ancien prof d'anglais, qui a eu la bonne idée de nous le faire étudier en cours. C'est un film pour moi qui me touche beaucoup parce que c'est le premier film aux États-Unis et, si je dis pas de bêtises, à l'international, qui va vraiment parler d'une grande scission entre les différentes générations, surtout dans ces années-là. Et c'est un film où il y a énormément de symbolique. Alors, je pourrais vous faire 3h30 sur tous les symboles un peu cachés du film, etc., etc. Je vais vous faire les plus connus quand même. On a bien sûr la voiture du personnage principal, de Benjamin, comme dit Mrs. Robinson, qui est là pour montrer la liberté de la jeunesse à l'égard de la nouvelle génération. C'est avec cette voiture qui va prendre les meilleures et les pires décisions, qu'il ira rejoindre Mrs. Robinson à l'hôtel, qu'il ira en rendez-vous avec la fille de Mrs. Robinson. Oui, parce Il que va aller à ça devient Berkeley, chelou à un il moment. va aller au mariage. Oui, ça devient très particulier. Bah, il y a une relation avec la mère et ensuite avec la fille, mais bon, c'est compliqué à expliquer bien comme il faut. Et oui, vraiment, la symbolique, la scène de fin, petit spoil très rapide, dans le bus qui est vraiment là pour symboliser. Donc, déjà, on a un plan fermé dans ce bus-là. Ce bus, un bus, qu'est-ce que c'est? Un bus, c'est un moyen de locomotion avec un itinéraire précis. Donc, au final, est-ce qu'ils n'iront pas vers la même vie que leurs parents? Mais d'un autre côté, c'est un bus et pas une voiture. Donc, ils peuvent s'arrêter à tout moment, ils peuvent descendre quand ils veulent, etc., etc. Vraiment énormément de petits symboles qui me touchent particulièrement. Le casting est extraordinaire, les jeux et la direction des acteurs, je la trouve formidable. Et le film est, je pense, surtout connu pour sa bande son. Une bande son de Simon et Garfunkel, avec le célèbre Sound of Silence, euh, extraordinaire, qu'on a dès le tout début du film,
qui va poser une ambiance un peu planante, un peu... On sait pas trop ce qui va se passer, on n'arrive pas vraiment à décrypter l'état d'esprit du personnage principal pendant une grande partie du film, sauf jusqu'au moment où il va rencontrer Hélène, où là, tout va être extrêmement clair, et il va s'y tenir, il va être vraiment... son but, il va penser à ça et à rien d'autre. Donc voilà, c'est un film qui m'a énormément touché. Merci Théo. Je suis assez d'accord avec la plupart des choses que tu as dites. Euh, c'est un film qui est très très intéressant tout d'abord pour son personnage principal, qui est un personnage qui vit manifestement une grande crise existentielle, qui vient de recevoir son diplôme d'université, parce qu'il y a d'abord l'université, puis il y a le college, c'est ce qu'on appelle le college degree, c'est quand on va vraiment faire des études plus poussées, donc dans le droit ou l'école de commerce, etc. Et donc, il vient d'avoir ce diplôme et il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. Et c'est l'histoire de cet été où il est en train d'essayer de découvrir qui il est, ce qu'il a envie de faire et comment est-ce qu'il veut mener sa vie. Et c'est déjà un personnage que l'on rencontre qui est déjà dans une grande frustration, rien que dans le premier plan, qui est un dézoom sur lui qui est assis dans l'avion, et puis avec ce générique, avec Sound of Silence de Simon et Garfunkel, qui font l'ensemble de la BO, qui est absolument sublime. Moi j'aime beaucoup Simon et Garfunkel, hein, pour moi c'est mes artistes folk préférés, donc ça fait toujours plaisir. Mais ce qui est intéressant dans ce générique, c'est qu'il est sur ce tapis roulant manifestant, où lui il avance, mais il ne bouge jamais. Et c'est un petit peu toute la symbolique qui est là, c'est le fait qu'il est simplement, enfin depuis toujours, il est tiré vers ce qu'on attend de lui et jamais de ce qu'il a envie de faire. Donc j'ai trouvé déjà le premier plan assez réussi, et dans l'ensemble le film est superbement bien réalisé. Michael, il a mis une grande énergie dans sa mise en scène, notamment par le montage. Il y a toute une séquence de montage qui arrive au bout d'un quart du film, où Dustin Hoffman commence à fréquenter régulièrement Mrs. Robinson, et qu'il passe d'une pièce à l'autre, et que ça change entre son appartement et la chambre d'hôtel de Mrs. Robinson. Il y a tout ce jeu de montage qui est extrêmement impressionnant, et que je trouve particulièrement réussi. Et ça me permet de toucher un mot effectivement sur les acteurs qui sont tous absolument formidables, surtout Dustin Hoffman, qui est absolument remarquable. Au début du film, et pendant tout le film, c'est une espèce de boule de stress complètement incontrôlable, que je trouve assez intéressant. Il est tout le temps au bord des nerfs, et il le joue avec une justesse absolument fabuleuse. Et Mike Nichols est réputé pour être un grand metteur en scène pour tout ce qui concerne la direction d'acteurs. Et effectivement, il le prouve encore une fois. Que ce soit lui, que ce soit Mrs. Robinson, que ce soit Elaine, les acteurs et actrices sont absolument fabuleux dans leur rôle. Effectivement, pas mal de symboliques assez intéressantes, notamment, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'était Mrs. Robinson avec tous ces habits, tous ces bouts de décor qui rappellent un petit peu des grands prédateurs comme le tigre, comme le guépard, etc. C'est quand même une grande symbolique sur la relation qu'entretient Benjamin avec Mrs. Robinson, hein. Et je trouve ça assez intéressant. Et aussi, ce qui m'avait beaucoup surpris, dont je me souvenais pas forcément du premier visionnage, c'est que le film est absolument hilarant. Notamment dans sa première moitié, le film est d'une énergie absolument folle. Les relations entre personnages marchent extrêmement bien. C'est vraiment très 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 drôle. Et ça devient plus touchant dans la deuxième partie. Ce qui est peut-être ce que je reproche un petit peu au film, ce qui m'agrippe moins en tout cas, mais je trouve que la première partie est extrêmement réussie, et que effectivement, je veux dire, c'est un superbe film, et le coup de génie venant évidemment avec ce plan du bus à la fin, qui est probablement l'un des plans les plus connus du cinéma. Je pense qu'il y a deux plans iconiques, hein, dans le cinéma. Il y a celui-là et le fameux plan qui a donné l'affiche du film, qui sont deux plans qui sont extrêmement mémorables et importants. Et surtout, le coup de génie de Mike Nichols, c'est de ne pas couper la caméra au moment où on va s'arrêter, on va regarder le bus. C'est absolument génial. Après, je sais que tu as une interprétation très différente
Oui, je pense qu'on peut faire un truc à la fin pour Et l'interprétation, on fera parce que c'est un une truc à la fin. fin très ouverte. Ouais. Donc, je pense qu'on peut en parler vraiment à la fin. Effectivement. Mais pour moi, en fait, le film, notamment du fait de ce plan, il aborde, en fait, il devient beaucoup plus clair et un peu avec la fin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on en reparlera Oui, après. je comprends. Si tu veux enchaîner avec les points négatifs, enfin si tu en as évidemment, c'est toujours pareil. Les points négatifs, ben, j'en ai pas énormément, mais je comprends et je partage en partie, peut-être pas à ce point, le fait que la deuxième partie du film, le moment, excusez-moi, la deuxième partie du film, le moment où il va vraiment aller à Berkeley pour retrouver Hélène, où il est dans sa chambre étudiante, etc. Le côté beaucoup plus brutal, en tout cas beaucoup moins comique du film. Ça, oui, je l'ai ressenti et je pense qu'on aurait pu quand même mettre de la comédie dans ce rapport-là, dans cette deuxième partie du film. Même si c'est vraiment parce que avant c'était drôle, parce qu'on avait euh, un adolescent, si on peut dire que c'est un adolescent, en tout cas un jeune adulte qui est vraiment perdu, il sait pas vraiment ce qu'il veut, etc. Et là il veut une chose. Donc on va vraiment se focaliser sur la pensée de ce personnage qui est unique, qui peut du coup enlever de la comédie parce qu'on n'est plus sur quelqu'un de perdu du tout, une personne avec un seul but. Mais oui, je peux partager cet avis sur la deuxième partie du film, oui. Oui, donc moi en fait la deuxième partie du film elle me plaît moins, mais aussi parce que je trouve que Mike Nichols il est beaucoup moins inspiré dans la deuxième partie, parce que c'est un réalisateur quand même de comédie et de satire, et dès que ça sort un petit peu de ces chemins-là, en tout cas je trouve qu'il a un peu plus de mal à gérer ça, mis à part en fait le plan du bus qui est vraiment absolument génialissime. Le reste de cette partie-là est un peu plat. Toute la partie à Berkeley, je trouvais quelque chose, je me suis même un petit peu ennuyé, ce qui n'était pas le cas au premier visionnage. Je me suis un petit peu ennuyé devant cette partie-là. Et en plus, je trouve que Hélène pardonne peut-être un petit peu trop facilement ce qui s'est passé au personnage de Dustin Hoffman, et ça me sort Oui, c'est beaucoup, vrai. beaucoup de l'œuvre d'une certaine façon. Et moi aussi, moi j'adore Simon Garfunkel, hein, mais le coup de mettre Scarborough Fair 5 fois dans la même minute, c'est un petit peu too much. Voilà, en fait, ça fait un petit peu remplissage, je veux pas dire, mais quand même. Donc moi, c'est cette deuxième partie-là que je trouve vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins inspirée que la première. Et je trouve ça assez dommage parce que le reste du film est tellement génial que c'est dommage de tomber un petit peu là-dessus. Mais après, j'ai pas énormément d'autres reproches à faire au film, tant il est bien fait en réalité. Si tu veux qu'on parle enfin de ce fameux plan du Excuse-moi. bus là qu'on tease depuis tout à l'heure. Oui, oh là là. Alors Alors là, là, attention pour moi, spoiler. donc Meow. c'est Attention l'une spoiler. des plus belles scènes du cinéma. C'est extraordinaire parce que dans cette scène du bus, je trouve qu'on a le résumé de tout le film. On a donc, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, après être allé à Berkeley pour retrouver Hélène, euh, Benjamin va prendre sa voiture qui va tomber en panne sur la route pour aller empêcher le mariage d'Hélène avec, je sais plus comment il s'appelle, Carl, non, il s'appelle pas Carl ou un truc comme ça, hein. Carl, c'est ça, Carl Smith, c'est ça. Avec Carl Smith. Il arrive un peu trop tard. Là, on spoil totalement, hein. Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film. J'ai mis un trigger warning Catwoman, t'inquiète pas. Parfait. Parfait. Pour essayer d'empêcher ce mariage, sur la route, il va demander l'adresse, où est l'église, etc., en se faisant passer pour un pasteur. C'est hilarant. Il arrive trop tard. Elle vient de dire oui à l'instant. Il est posé au-dessus de l'église, les bras étendus, vraiment pour symboliser le Christ, en fait. Vraiment, c'est les bras tendus qui crient Hélène! Hélène! Un peu à la Rocky, tu vois. C'est vraiment La comparaison, ce désespoir-là. je m'y Bah, attendais pas. Pour le coup, moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu le film. Je me suis dit, ah, c'est Stallone, c'est pas le même truc. Oui, Bon, Stallone, c'est c'est le même niveau, hein. Adrian. Et, Hélène commence à s'enfuir, et je trouve qu'il y a une phrase qui est extrêmement forte. C'est Mrs. Robinson, donc qui elle s'oppose depuis le début à l'union des deux jeunes, qui dit It's too late à Benjamin,
Et Hélène, elle la regarde droit dans les yeux et elle dit Not for me. Parce que ce n'est pas parce qu'elle vient de s'engager auprès de l'Église que forcément elle doit s'y tenir, etc. Et pourquoi je trouve ça très fort, c'est que Mrs. Robinson, tout au long du film, elle est décrite comme quelqu'un qui a été piégé dans son mariage. Elle n'aime pas son mari. Elle est tombée enceinte d'Hélène derrière une Ford, qui est un symbole quand même assez fort. Et elle voit qu'Hélène, ça la dépasse totalement. Elle s'en fout, mais elle s'en contre-fout. Elle veut juste être heureuse et vivre vraiment dans sa liberté la plus totale. Mrs. Robinson a dû tout plaquer, ses études des beaux-arts, etc., etc. Et là, elle voit sa fille, non, pas du tout. Elle va pas gâcher sa vie, elle va choisir de suivre la personne qu'elle aime pour l'instant. Et pourquoi je dis pour l'instant? Parce que pour moi, c'est vraiment ce que symbolise le bus. C'est que Hélène va regarder Benjamin pendant un petit moment dans le bus, pendant ce plan extrêmement long, mais intense. Benjamin ne va jamais regarder Hélène. Et là, c'est interprétation libre. Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce qu'il vient de faire une connerie? Est-ce que le but pour lequel il s'est battu, l'objectif pour lequel il s'est battu plutôt tout au long du film, il vient de l'avoir, donc est-ce que ça a encore du sens de le garder? Il y a vraiment ce truc-là. Puis dans le bus est rempli de personnes âgées. Le bus est rempli de personnes âgées qui sont surprises de les voir là, qui les dévisagent, qui les regardent presque mal pour certains. Est-ce que c'est le signe vraiment d'une vieille génération qui ne comprendra jamais la nouvelle ou voilà. C'est vraiment comme ça que je vois. Et pour moi, c'est une fin heureuse, mais une fin heureuse qui veut pas forcément dire que Benjamin et Hélène resteront ensemble tout le long. Ils vont faire un bout de chemin ensemble et adviendra ce qu'il adviendra. Moi, j'aimerais juste dire un truc sur la scène de l'église. Est-ce que ce n'est pas la première version de la scène de l'église de Kingsman? Parce que quand j'ai vu Oui, ça, mais moins gore. Mais moins gore. quand j'ai vu les mecs se taper, je me suis dit il fallait juste mettre du rock là dessus et là ça aurait été Kingsman, quoi. Donc Qui se tape avec une croix aussi, hein. Pardon, oui, mais il faut et aussi le souligner avec un crucifix géant. il ferme la porte avec la croix aussi. Enfin, il bloque la porte Ouais, c'est ça. avec la croix. Non, Les vieux, ils sont coincés dans ce traditionnalisme. oui. Moi, déjà, je trouve le personnage de Mrs. Robinson assez intéressant pour tout ce que tu as décrit. C'est une femme qui est manifestement qui est vraiment malheureuse, mais c'est aussi une femme qui d'une certaine façon veut garder le Benjamin pour elle. Enfin, il y a tout un jeu qui est très très Oui. malsain et étrange entre la fille et la mère, mais qui fait aussi l'intérêt du film. Pour moi, le plan du bus, je suis pas d'accord avec la fin heureuse. Mais parce que moi, je l'ai vu le film autrement. C'est que pour moi, le film du lauréat, c'est effectivement trouver sa voie enfin, trouver une voie pour sa vie. Mais c'est aussi un film qui parle de l'importance de ses actions. Toutes les actions qu'on va faire dans une vie vont avoir des conséquences. Et donc, c'est un film un petit peu sur le fait d'être un petit peu responsable et de réfléchir avant de faire des actions. Et pour moi, la fin du film, ce long plan où d'abord les deux personnages sourient et puis petit à petit leur visage se décompose, c'est plutôt l'idée qu'ils sont en train de se rendre compte de l'importance de l'action qu'ils viennent de faire. C'est de se rendre compte de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, que ce qu'ils viennent de faire va changer leur vie, va être un moment pivot. Et ils se posent la question et ils doutent, est-ce que c'était la bonne chose à faire dans cette situation-là? Et pour moi, c'est plus ça le message du lauréat. Après, je comprends ta version, on n'est pas d'accord non plus sur la fin de 500 jours ensemble, par exemple. Hein. Mais pour moi, c'est plus ça. Et, Oui, notamment, c'est très vrai. et puis, 500 jours ensemble, où on voit directement la scène du lauréat aussi, important de le noter, hein, oui, deux films qui sont quand même liés. C'est vrai. On en parlera de 500 jours ensemble un jour. En pleurant peut-être. Oui, mais bizarrement, d'habitude c'est toi qui es plutôt nihiliste alors que moi je suis positif, mais là c'est plutôt l'inverse. C'est vrai. Mais pour moi, en fait, c'était vraiment ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont interprété comme ça. Aussi, notamment, je sais qu'il y a Ron Howard, le réalisateur américain, qui a raconté quand parce qu'il a été contacté après que Phil Lord et Christopher Miller, qui sont les réalisateurs du projet Dernière Chance qui sort cette semaine au cinéma, enfin, de notre temporalité, dans la vôtre, ce sera 2-3 semaines après, qui est sûrement génialissime, alors n'hésitez pas à le voir. Mais Phil Lord et Christopher Miller, ils ont été recrutés pour faire Solo, ils ont été virés par Disney, qui a recruté Ron Howard, et qui, en grosso modo, il y a un coup de fil de la part de Kathleen Kennedy, il a dit « Ok, je le fais ». Il a posé le téléphone, il a regardé sa femme, et là, il a dit bah, « J'avais l'impression d'être comme le mec dans le bus à la fin du lauréat ».
quand j'ai accepté de faire solo. et et c'est un petit peu ça, c'est que pour moi, vraiment, ce plan de fin signifie vraiment, c'est un film sur la prise de la responsabilité, sur le fait aussi, un peu un film, en anglais on appelle ça le coming of age, je sais pas comment on dit en français, c'est le récit d'initiation, j'imagine, il y a un récit initiatique sur du personnage de Benjamin Braddock, qui passe du stade d'un espèce d'adolescent, etc., à un adulte. Et toutes les conséquences que ça peut engendrer. Voilà, c'était plutôt ça mon interprétation du lauréat, mais I am open for debating. Oui, bien sûr, évidemment. Heureusement. Eh bien, Émilie sera contente, un petit épisode de cours pour une fois, 28 minutes seulement d'enregistrement. Et je pense pas que j'ai énormément de montage à faire en plus. De rien, Émilie. Donc, n'hésitez pas à d'ailleurs. lâcher un commentaire. Ouais, et n'hésitez pas aussi à aller écouter notre émission avec la question d'après. Je l'avais mise dans la description du menu. Je la mettrai dans la description de Blue Velvet qui sortira donc pour nous vendredi. Et je mettrai aussi donc dans la description d'ici. N'hésitez pas à envoyer de la force à la question d'après. C'est excellentissime. Ah, c'est vraiment, vraiment bien. Vraiment. Ouais, et en plus, Théo est allé dire que Lynch c'est nul, que ce que j'ai dit c'était n'importe quoi, que Kubrick c'est mauvais. Enfin. Il fallait venir, il fallait prendre le train. J'ai traversé la France pour cette émission, écoute, je le regrette pas. Donc pour moi, en conclusion, ce film, il est vraiment, vraiment fort de par les symboles, de par les personnages, et encore, je peux vous parler 1h30 de... N'hésitez pas, hein, vous aurez mon numéro de téléphone en description. Peut-être pas, on va peut-être éviter. Mais pour en parler en long et en large avec un grand, grand plaisir. Ce film, il m'a touché, il me touche depuis longtemps. Premier film qui parle vraiment d'une révolution des jeunes, révolution sexuelle, une révolution sentimentale, une révolution qui se met vraiment en marge de la société plus traditionnelle de l'époque. Donc pour moi, ce film, je le noterais peut-être 4,5 étoiles. J'ai trouvé le lauréat toujours aussi intéressant. C'est un objet filmique passionnant à analyser. C'est un film qui est quasi parfait, surtout quand on pense que Mike Nichols l'a réalisé à 36 ans. 36 ans. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça révèle vraiment le grand talent de réalisateur qu'il avait, avec sa patte bien à lui, avec cette direction d'acteur impeccables, qui sont tous extraordinaires, qui tous ont été nommés d'ailleurs à l'Oscar de leur acteur respectif. Dustin Hoffman, meilleur acteur, Anna Bancroft, donc, qui est Mrs. Robinson, meilleure actrice, et je veux pas dire de bêtises, donc je vérifie. Et Catherine Ross, qui joue Ellen Robinson, donc, qui avait été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire. Mike Nichols est reparti avec le prix de la réalisation, c'est amplement mérité. C'est un film qui est très intéressant, qui est vraiment une œuvre culte, qui a marqué le cinéma, qui a marqué une époque aussi. On sent qu'il y a un changement entre les 60s et les 70s qui s'opère aussi par ce film. On va changer radicalement de style, de genre, de ton, de film aussi. Mais j'avoue que j'ai été moins impacté par ce deuxième visionnage, je vois plus les défauts, j'avoue, je me suis un petit peu ennuyé sur certaines séquences, donc je lui mettrais 4, 4 sur 5 je pense. Ça reste un objet filmique absolument passionnant, c'est un film je pense qu'il faut voir, qui mérite d'être vu, et je pense que vous allez tous adorer. Voilà, c'était ma conclusion sur le lauréat. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve peut-être, j'espère, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Letterboxd, Spotify, YouTube. Et je crois que j'ai rien oublié. Et d'activer la cloche, très important pour être notifié du coup pour les prochains épisodes qui vont sortir. Et on tenait quand même à vous remercier parce que à l'heure où on tourne le dernier épisode, qui est sorti vendredi dernier pour nous, le menu a enregistré un nombre de vues. Mais on n'a pas compris, hein. Alors là... Mais je ne l'explique pas pourquoi cet épisode en particulier a fait plus de 200 vues. Mais merci, tout bêtement, merci énormément. Et on espère que on sera à la hauteur pour les prochains. Merci à tous et à bientôt.